Tu as choisi d'accompagner les femmes spécifiquement. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? J'ai choisi d'accompagner les femmes spécifiquement parce que je suis pas contre les hommes, mais je suis pour la liberté des femmes, pour qu'elles puissent enfin vivre une vie choisie, une vie qu'elles créent elles. Et pour ça, pour moi, ça peut se faire que dans un espace sécure où on se sent bien, où, où on est entre femmes tout simplement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les femmes portent quand même une charge mentale très importante. Les hommes aussi, évidemment. Mais quand même, de toute façon, c'est un choix, donc je fais ce que je veux. C'est mon entreprise. Mais la présence masculine est très forte dans la société. C'est une société où l'homme a quand même un certain pouvoir. Et moi, j'ai envie de créer un espace où les femmes peuvent se sentir libres et il y a pas d'attente, il n'y a pas de besoin par rapport aux hommes. Et pour ça, pour moi, ça passe uniquement si je crée un espace spécifique pour elles où elles font juste ce qu'elles veulent et les accompagner à s'élever et à créer cette sororité, ce soutien inconditionnel pour toutes les femmes. Très clair. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir un espace inclusif. Et dans cet espace inclusif, on ne va pas dire qu'on rejette des personnes ou quoi que ce soit, mais bien sûr que tout le monde est inclus, mais spécifiquement les femmes dans ton cas. J'entends que dans cet espace entrepreneurial, quand tu accueilles des clientes, ce sont des femmes qui sont passionnées. Mais on a déjà abordé les thèmes de la charge mentale. Pourquoi elles sont quand même épuisées, ces femmes passionnées, ces femmes entrepreneurs? J'accompagne les femmes entrepreneurs passionnées qui, qui se sentent à un point de limite, comme un plafond de verre un peu. Elles ont des idées, elles ont une grande vision, elles veulent tout déchirer, elles veulent aller au bout de leur mission, mais elles sentent qu'elles ont des choses qui les retiennent, elles savent pas forcément pourquoi, mais elles ont du mal à faire certaines actions. Ça peut être de, de faire des lives, de faire des conférences, de multiplier certaines actions. Elles ont des blocages, elles comprennent pas forcément pourquoi elles n'arrivent pas à faire ces actions qui, pourtant, elles savent que ça peut les amener là où elles veulent. Et bien, ça crée un brouillard mental, une fatigue, un poids sur les épaules, une perte de sens finalement, ou des doutes de dire, mais en fait, est-ce que je veux vraiment ça? Et de remettre le curseur vers elles, se recentrer pour justement dépasser ses doutes, dépasser ses blocages, pour se sentir plus libre et d'avoir l'énergie et la force finalement de faire les actions qui les mènent à leur grande vision. Ok. Qu'est-ce que c'est selon toi leur plus grand blocage, ces femmes? Le plus grand blocage des femmes que je vois, que j'accompagne, avec qui je discute, c'est le regard des autres. On dirait pas comme ça quand on les voit sur les réseaux, mais il y a cette petite friction là intérieure où et si on me critique? Et si on pense que je suis trop ambitieuse? Et si on pense que je me la pète? Et si on pense que, je sais pas, j'ai un bouton, voilà, que ça soit par rapport à leur apparence, par rapport à leur ambition et que ça les freine finalement. Et ça peut être le regard des autres, des personnes inconnues, mais aussi et surtout par rapport à leur famille. Est-ce que mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ci, si je dis ça? Et c'est vraiment ce regard des autres qui les freine. Alors que pour moi, c'est au contraire, c'est aussi le regard des autres qui permet de dire je crée des frictions, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Du coup, tu m'as laissé ce fameux regard des autres. Est-ce que tu as d'autres exemples de blocages chez les personnes que tu accueilles, par exemple? D'autres blocages que le regard des autres chez les personnes que j'accompagne, Mhm. ça va être l'image de soi, Ok. par rapport au corps notamment,
d'avoir des petits complexes comme ça, qu'elles cherchent à combler. Elles se mettent des filtres sur leurs vidéos. Elles veulent absolument la meilleure luminosité possible pour être en valeur. Alors, des fois, je suis aussi là-dedans, hein. Mais en tout cas, si ça empêche de passer à l'action, il y a quelque chose à travailler. J'entends que du coup, ces blocages viennent beaucoup du monde extérieur. Mmh. Est-ce qu'il y a des blocages qui sont intérieurs, intériorisés? Alors oui, il y a le regard extérieur qui les impacte beaucoup, mais il peut y avoir aussi des blocages intérieurs qui vont être inconscients. C'est-à-dire que selon ce qu'on a vécu, il a fallu qu'on se conforme à certains critères pour être aimé, pour avoir l'affection de nos parents. Et en fait, on se construit avec ça. On a l'impression que ça fait partie de notre identité. Et des fois, notre vision, elle nous paraît complètement irréelle, inaccessible. On ne sait pas comment on peut y accéder. Et en se libérant de ces blocages qu'on s'est appropriés comme notre identité, finalement, ça met du sens. Et ça met, bah aussi, en fait, je sais comment y arriver. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des blocages internes par rapport à l'argent. Elles n'ont pas forcément eu une famille riche. Elles sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Et ça, c'est vrai que le rapport à l'argent, c'est quand même bien ancré en elles. Et des fois, elles vont faire des actions où elles vont pas se mettre en action, où elles vont s'auto-saboter pour ne pas avoir d'argent, alors qu'elles en veulent. C'est filou, hein. C'est très sournois, ces blocages inconscients et ces blocages liés à notre identité, de comment on s'est construite. Par exemple, elles veulent beaucoup d'argent, mais elles vont toujours se mettre en difficulté financière. Et donc, elles vont dépenser, elles vont avoir une vision mégalo de certains trucs, elles vont dépenser beaucoup d'argent, mais il va toujours partir, 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 et ce qui fait qu'elles seront toujours en difficulté. Donc là, typiquement, il y a quelque chose à creuser, parce que c'est pas normal de se mettre en difficulté financière alors que ton objectif, c'est de cartonner au niveau du chiffre d'affaires. Oui, il y a un investissement indéniable, c'est obligatoire d'investir si on veut réussir, mais qu'est-ce qui se joue derrière chaque dépense? Est-ce que c'est par peur, par manque ou toujours connecté à la vision? Donc là, ça va être un blocage interne qu'il est important de déconstruire pour, oui, aller vers la vision, mais sans se cramer et dans l'énergie et dans sa sécurité financière aussi. Du coup, ça vient de quoi, selon toi, cet auto-sabotage? Ça va être toutes ces petites phrases qu'elles ont entendues, qu'elles ont intégrées faisant partie d'elles. Les riches sont malheureux, il faut travailler dur pour réussir, ne demande pas trop, ça sert à rien. Toutes ces petites phrases comme ça qu'elles ont entendues dans leur enfance, au fur et à mesure, ça crée, et puis bon, dans les pubs, dans la société en général, hein. Et c'est pour ça que je veux accompagner les femmes spécifiquement, parce que on s'est construite avec ce qu'on a entendu dans notre famille, mais aussi tout ce que la société nous renvoie. Si elles ont ces problèmes par rapport à l'image d'elles-mêmes, par rapport au regard des autres, c'est parce qu'on nous bassine à longueur de journée sur des modèles de femmes qui ne sont pas la réalité finalement. Mais dans notre inconscient, une femme doit être gentille, doit être sage, ne doit pas trop demander, ne doit pas avoir trop d'ambition, elle doit être toujours attentionnée. Ça suffit, ça aussi c'est fatigant, ça aussi c'est lourd et ça aussi ça fait de la charge mentale. Donc juste, non, laissez-nous être comme on veut. Nous aussi on a le droit d'être bourrines, nous aussi on a le droit d'être des bulldozers, nous aussi on peut vouloir être riche et heureuse et en bonne santé et avoir une vie de famille extraordinaire. Et
On peut aussi vouloir être modeste, on peut vouloir être sympa, on peut lâcher nous et qu'on fasse juste ce qu'on a envie et qu'on puisse avoir un espace où on peut l'exprimer librement. Et, euh, et pour moi, c'est plus on va être nombreuses à faire ce qu'on veut, à se sentir libre, à se sentir utile, à aider l'autre dans la bienveillance, dans le respect des autres, mais aussi de soi, bah, plus on va en fait ensemble à notre niveau, selon nos zones de génie, nos compétences, notre personnalité, où on va pouvoir finalement rendre le monde meilleur et offrir des chouettes modèles finalement aux enfants d'aujourd'hui et de demain. Mais pour ça, il faut déconstruire tout ce qu'on a vécu. Le truc là de oh, bah, de toute façon, entre femmes, on se tire dans les pattes, entre femmes, on est méchante. Ça va, hein. Ça va. Non, c'est pas vrai. Non, on peut être entre femmes et se soutenir, entre femmes et s'aider, entre femmes et s'inspirer. Et moi, j'adore voir une femme qui réussit, j'adore soutenir une femme pour qu'elle aille au bout de ses rêves, quels que soient ses rêves. En fait, je m'en fous du chiffre d'affaires, je m'en fous de ses rêves. Si elle est là pour le bien commun, qu'elle est capable aussi de soutenir d'autres femmes, si elle est là pour aider, ben moi aussi j'ai envie de l'aider à aider. Parce que finalement, moi je suis rien, enfin je suis une goutte dans cet océan finalement de femmes leaders, de femmes entrepreneurs. Et, et c'est nous qui allons porter finalement la barque des jeunes filles d'aujourd'hui et de demain pour qu'elles puissent voguer où elles veulent. Parce que nous, bah oui, on sort les rames parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais plus on fait ce travail sur nous, plus on leur donne l'opportunité de faire plus rapidement et avec moins d'efforts que nous de faire ce qu'elles veulent. Mm. Du coup, j'entends que c'est important d'avoir de grandes ambitions. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une limite aux ambitions? Est-ce qu'il y a un stop qu'on doit poser? Est-ce qu'il y a une limite aux ambitions? Oui, oui, je pense que les ambitions, je pense qu'elles sont importantes tant qu'elles se font dans le respect de soi et le respect de l'autre. Parce que si c'est pour réussir et éclater le voisin ou la voisine, pour moi, elle est là la limite. Pour moi, l'ambition, elle est de servir. Elle est de servir l'autre ou les autres. Et c'est pas une ambition destructrice. Pour moi, l'ambition, c'est pour quelque chose, mais pas au détriment de l'intégrité ou du respect de soi ou de l'autre. Ok. Est-ce que tu peux en dire peut-être un petit peu plus sur ce mot ambition que je vois qui fait résonner beaucoup de choses en toi? Qu'est-ce que je peux dire de l'ambition? Après, l'ambition, c'est comme le succès, c'est vachement... c'est très personnel. Moi, mon ambition, c'est de prévenir le burn-out chez les femmes entrepreneurs. Mon ambition, c'est d'accompagner ma fille à grandir, qu'elle puisse être elle-même, de ne pas la modifier en fonction de ce que je suis, mais lui donner les clés pour qu'elle puisse être elle-même. Mon ambition, c'est d'avoir une vie harmonieuse avec mon amoureux. Mon ambition, c'est de choisir avec qui je travaille, là où je pars en vacances. C'est ça mon ambition. Profiter de la vie, finalement. Oui, c'est ça. En fait, mon ambition, c'est quand j'aurai 80 ans, 90 ans, 100 ans, quand j'aurai 80 ans et que je repenserai à là, ben, que je me dirai, waouh, elle l'a fait, elle a réussi à construire. Enfin, du coup, je dirais j'ai. Je dirais, j'ai réussi à construire une vie où je peux être épanouie, où j'ai pu faire ce que je voulais, où j'ai accompagné des milliers de femmes à réaliser leurs rêves. C'est ça mon ambition, c'est d'être fière d'avoir réussi à vivre, à construire ma vie rêvée sans me soumettre à une vie classique, ennuyeuse, où je suis restée centrée autour de ma petite personne, alors que je sais que je peux
je peux vraiment aider les gens avec mon parcours, avec ce que j'ai fait, et je veux absolument transmettre pour que les femmes arrêtent de se soumettre à ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles. C'est ça mon ambition, en fait, de vivre et d'accompagner les femmes à elles aussi vivre sans se prendre la tête. On s'amuse, quoi. On lâche prise et on s'en fout. Tant qu'on est bien dans sa vie, qu'on aide les autres, le reste, on s'en fout. Donc tu dirais que le classique est ennuyeux? Alors, non. Je pense pas que le classique soit ennuyeux. Moi, oui. Moi, le classique m'ennuie, clairement. Mais en même temps, ce que je vis, c'est très classique pour d'autres gens. Donc, ce qui est ennuyeux, c'est quand on n'a pas la joie, quand on n'a pas l'énergie, quand on fait les choses par automatisme, par habitude, quand il n'y a pas de sens derrière les actions que l'on fait. Parce que vraiment, je pense qu'on n'est pas toutes faites pour être entrepreneur. Clairement. Et heureusement. Heureusement. Je pense que ce qui est ennuyeux, c'est quand on fait des choses qui nous animent pas, où on se sent en insécurité, où on a peur du lendemain et qu'on fait rien pour changer. Pour moi, c'est ça qui est ennuyeux. Donc pour toi, leur vraie peur, finalement, c'est ça? De n'avoir aucun sens derrière un travail ou derrière une vie, du coup, d'avoir ce côté aliénant? Ma peur, c'est que les gens gâchent leur potentiel. Moi et toutes les autres personnes. Pour moi, le monde sera meilleur quand chacun, pourra exploiter au maximum son potentiel. Parce que humainement, normalement, à l'intérieur de soi, on est censé être bienveillant et aider. On est rempli d'amour. Et, et je me dis si tout le monde était connecté à sa bienveillance, à son amour intérieur, il peut utiliser son plein potentiel pour nourrir ça et le monde serait meilleur. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir changer tout le monde, mais si déjà je peux, moi, utiliser mon plein potentiel pour accompagner les personnes à utiliser, à maximiser aussi leur potentiel de transmission, de partage, dans le respect, l'amour et la bienveillance, mais là je peux mourir tranquille. Et du coup, tu dirais que c'est quoi les peurs des personnes qui viennent te voir? Les personnes qui viennent me voir ont peur de l'échec. Ouais. Ont peur de l'échec. Mais si je me plante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? J'ai fait tout ça pour me planter. Et là, je trouve que c'est un super levier. Parce que pour moi, c'est ma vérité. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Le seul échec, c'est d'abandonner. Donc, quand on se plante, ok, c'est un apprentissage finalement. C'est un apprentissage. Moi, dans mon histoire, j'ai changé énormément de, de métier. Et c'est vrai que j'ai eu des phrases, non mais Aurélie, quand est-ce que tu vas te poser? Tu sais pas ce que tu veux faire. Arrête, stabilise-toi, décide-toi. Mais ça va, lâche-moi. Là, je suis en train de construire ce que je veux. Et il a fallu que je passe par ces échecs. Alors pour moi, c'était pas des échecs, hein. Mais pour les autres, c'était des échecs. Mais merci à Aurélie d'il y a 10 ans. 10 ans, oh, ça fait plus de 10 ans que je travaille. Mais merci à la Aurélie d'il y a 20 ans d'avoir finalement fait ça parce que c'était pas des échecs, c'était des réajustements. Et si je m'étais arrêtée à conseillère funéraire, perte de sens complet, déprimée, mais je vais pas changer parce que je suis en CDI, j'ai cette sécurité financière qui tombe tous les mois, c'est un métier que j'avais voulu faire depuis longtemps, mais je serais pas ici et
qu'est-ce que je transmettrais comme message? Je sais pas. Je sais pas. Et c'est parce que j'ai osé passer à l'action pour me mettre en échec que j'ai pu progresser, que j'ai pu apprendre, que j'ai pu construire, que j'ai pu déconstruire. Et c'est trop bien parce que je suis trop contente aujourd'hui d'être à l'aise avec l'échec parce qu'en fait, c'est juste une exploration. J'ai l'impression d'être Indiana Jones et finalement d'explorer parce que il y a plein de facettes finalement à expérimenter. Et puis au final, quand on regarde les personnes qui ont réussi à transmettre leur message au monde, bah franchement, qui a réussi du premier coup? Celui qui a créé KFC, là. Il a balancé sa recette à des milliers, des centaines, des milliers de restaurants. Il a eu des refus comme pas possible. Un jour, quelqu'un lui a dit oui. Ben là, KFC, bon, bah, je préconise pas forcément de manger beaucoup de KFC. Mais en tout cas, pour l'homme, bah oui, il s'est pris plein de refus dans la face. Ben, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des idées géniales. Mais le problème, c'est qu'ils arrêtent. Et c'est ça le réel échec. C'est quand on a une sensation d'avoir une idée de génie qui peut changer les choses, qui peut aider les gens. Mais en fait, le seul moyen d'échouer, c'est d'arrêter. Pourquoi tu penses que les gens ont peur de l'échec comme ça? Je pense que les gens ont peur de l'échec parce qu'ils imaginent qu'il y a des enjeux et que peut-être le regard des autres va primer sur leur flamme à l'intérieur et qu'ils vont s'arrêter en chemin parce qu'ils vont être trop impactés par le regard des autres, par exemple de leurs proches, sans aller au bout. Un gâteau, par exemple. T'achètes tes ingrédients, tu les prends dans ton placard, tu les mélanges, tu mets au four. Si t'arrêtes jamais le four, bah déjà, tu te crames. le gâteau brûle. Et si t'éteins pas le four, la dernière action qui fait que le gâteau sera réussi, t'auras beau avoir fait tout ce qu'il faut avant, si tu vas pas jusqu'à l'action, la dernière action qui fait la réussite de ce gâteau, ça va foirer. Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut s'accrocher pour aller au bout. D'accord. L'échec, c'est d'abandonner. Mais ce qui est important aussi, c'est pas d'avancer comme un bourrin sans se poser de questions. Par exemple, si on reprend l'exemple de ce gâteau, ça va être de temps en temps d'ouvrir le four, de mettre le couteau. Est-ce que la cuisson, il en faut un peu plus ou pas? On referme et on continue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur la recette de cuisine qu'il faut que ton gâteau il cuit en 30 minutes à 180 degrés et sortir du four bêtement sans se poser de questions. Il faut quand même vérifier régulièrement la cuisson et ne pas l'oublier pour pas se cramer. C'est un peu ça le parallèle que je veux faire, c'est passer à l'action pour mettre les bons ingrédients dans le bon ordre, le faire, réajuster la stratégie au fur et à mesure et aller jusqu'au bout du process. Et c'est là qu'il y aura le résultat. Très bien. Du coup, dans cette question qui était du coup la peur de l'échec, tu m'as listé le regard des autres. Je t'ai apporté un autre point de vue qui est voilà, qui va être le mien, qui est pour moi la peur de l'échec. C'est j'ai peur que l'échec définisse en tant que personne et m'atteigne moi en tant qu'identité. Est-ce que tu as une opinion, quelque chose là-dessus? C'est ton regard à toi que tu vas te porter par rapport à un échec. Ouais. Ok. Et si ton échec, tu le vois comme une expérience de réajustement plutôt que comme un échec? D'accord. Un test en fin de compte? Ouais. D'accord. Que pour moi, l'échec, c'est une finalité. Alors que si tu le vois comme une exploration, tu vois? L'échec ne devient un échec que quand tu as décidé que c'était terminé, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et si tu dis, bah là, en fait, c'est fini. Qu'est-ce que je peux dire pour illustrer quelque chose qui pourrait t'aider?
tu fais les magasins. Mhm. Tu vas faire les magasins, tu as vraiment envie d'avoir une tenue où tu vas te sentir ultra canon. Tu vas dans un magasin, tu essayes des trucs, bon, ça te met pas en valeur, t'es pas super à l'aise. Échec. Parce que pour ce soir, tu voulais une super tenue où tu te sens trop bien dedans. Échec. Est-ce que tu dis « Oh, mais non, il y a rien qui me va, je suis trop moche, de toute façon, il y a rien ». Ou est-ce que tu dis « Bon, ok, là, c'est pas les vêtements qu'il me fallait, je vais faire un autre magasin. Je vais essayer une autre tenue, une autre coupe de pantalon, une autre coupe de chemise, de haut, peut-être avec un accessoire qui va rendre ça sympa, ou je me trouverai belle. » Qu'est-ce que t'en penses de ce que Ça- je t'ai dit? Ouais, ça me va. Mais du coup, ça me donne une autre question. Est-ce qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop à l'obstination, peut-être le mot est un peu fort, mais à cette course de il faut que ça réussisse, il faut que ça réussisse. Oui, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec le couteau dans le gâteau. Il faut savoir à quel moment on s'arrête avant de cramer, de vérifier la cuisson du gâteau avant qu'il brûle, dans le sens où ça sert à rien d'être obstiné et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. À un moment donné, on peut faire fausse route. Et c'est là où, des fois, tout seul, on ne se rend pas compte. Parce qu'on a tellement notre idée que on va faire des actions, bam, 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 ça marche pas. Et je pense qu'il faut toujours avoir ce recul sur soi, se dire, bon, bah là, ça fait quand même tant d'actions que je mets en place et je galère. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je délègue certaines choses? Est-ce que je me fais accompagner sur d'autres? Est-ce que je fais une pause pour me recentrer? Oui, il y a quand même deux choses. Si tu passes pas assez à l'action, c'est normal que tu n'aies pas de résultat. Mais si tu fais des actions sans stratégie, tu n'arriveras pas au résultat non plus. Mais si tu fais des actions avec stratégie, marketing, business, mais qui n'ont pas de sens pour ce que tu es à l'intérieur par rapport à tes valeurs, à ta personnalité, à ton fonctionnement, tu vas t'épuiser, ça fera pas de sens et tu seras pétri de doutes et dans ta posture, dans ce que tu diras, ça résonnera pas chez les gens. Donc je pense qu'il faut toujours avoir ce petit pas de côté et cette analyse finalement factuelle, stratégique de qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi et comment je peux me faire accompagner pour avoir un peu plus de hauteur comme ça, pour être sûr de ne pas être dans l'obstination et dans l'auto-sabotage. Parce que le mental, il est hyper puissant, hein. Il peut très bien nous amener dans une direction et s'obstiner dans une direction pour nous protéger de quelque chose que lui, il a identifié quand on avait 6 ans et que nous, on n'a plus du tout conscience. Donc c'est là où, attention, si tu penses que tu as mis les actions en place, qu'elles sont régulières, que tu n'as pas de résultat, il faut faire ce pas de côté et ne pas hésiter à déléguer certaines choses, se faire accompagner pour d'autres, pour justement reprendre du souffle, de l'espace mental, de l'espace émotionnel pour finalement réaligner et de ne pas s'obstiner dans une direction qui n'est pas bonne. Est-ce que tu veux un mot de conclusion? Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter sur ce sujet? Oui, pour moi, on est une grande équipe. On est une grande équipe, chacun son rôle, chacun sa personnalité, chacun sa mission, mais c'est ensemble qu'on peut changer le monde. Soyez fédérés. Soyons. Soyons fédérés, soyons fédérés.